Merci Baptiste. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je débute immédiatement en vous indiquant que vous pourriez penser à la lecture du titre de cette communication, que l'intérêt porté aux angles morts de la performance va nous conduire à fouiller le côté sombre, voire obscur, de l'histoire des clubs dont il sera question aujourd'hui. Je précise d'emblée que ces clubs sont au nombre de 3 et qu'il s'agit de l'Hermine de Nantes, du NRB pour Nantes Rosé Basket et enfin du BCSP pour Basket Club Saint-Paul de Rezé. Pour qui suit de près ou de loin l'actualité sportive, ces clubs sont connus sur la scène locale mais aussi nationale en raison de leur position élevée dans la hiérarchie compétitive. Les filles du BCSP disputent le championnat de Ligue 2 depuis la saison dernière, quand celles du NRB évoluent depuis 2008 en Ligue, comme on dit, ce qui correspond au plus haut niveau national. Les gars de l'Hermine, enfin, évoluent cette année encore en Pro B, un championnat dans lequel ils se sont hissés en 1995. Ceci étant dit, si l'on revient au titre de la communication, il est vrai que celui-ci pourrait laisser entendre que nous allons nous pencher sur les affaires qui ont secoué dans un passé récent 2 des clubs cités, en 2009 pour la Hermine de Nantes, puis en 2014 pour le NRB, l'un et l'autre affichant alors un déficit avoisinant les 300 000 €. Aussi intéressant soit-il à étudier, et quitte à vous décevoir, ces moments seront pourtant totalement délaissés aujourd'hui. Mon projet va plutôt consister à dévoiler la part d'ombre des trajectoires sportives ascendantes de ces clubs, en montrant que l'accès à l'élite du basket national n'est pas réductible à une progression jalonnée de succès successifs, à laquelle auraient contribué des dirigeants visionnaires, des joueurs talentueux, des partenaires entreprenants et des élus avisés. Pour les 3 clubs concernés, la production de performance est plutôt l'expression d'une histoire où s'entremêlent plusieurs histoires. Celle d'un contexte local, tout d'abord, marqué par l'empreinte du basket affinitaire, qu'il soit laïque ou catholique. Celle des clubs voisins, ensuite, dans le sens où l'Hermine, le NRB et le BCSP ont toujours été confrontés localement sur le terrain sportif comme dans le jeu politique à des associations concurrentes. Et celle du couple de leurs équipes premières, enfin, au regard de l'ajustement qui s'impose entre la trajectoire sportive de la formation qui évolue aujourd'hui à haut niveau et la trajectoire de son homologue masculine ou féminine. La raison pour laquelle il a longtemps été question localement du ballon chrétien et du ballon laïque ne surprendra personne compte tenu de notre connaissance, voire même de notre expérience des clivages anciens et profonds qui, dans l'Ouest, opposent l'enseignement public et l'enseignement privé. Or, ce que chacun de nous a pu mesurer à propos de l'école a tout autant concerné l'encadrement des loisirs, comme si la guerre scolaire, comme on l'a parfois appelée, s'était doublée d'une guerre sportive par ballons interposés. Rien de tel, en effet, pour contrecarrer les avancées de l'adversaire idéologique que de jouer sur le même terrain que lui. Aujourd'hui, même s'il n'est plus question depuis bien longtemps de ballons chrétiens et de ballons laïques, l'Hermine et le Basket Club Saint-Paul portent encore la marque, à travers leur nom, de leur passé affinitaire, un passé de patro, autrement dit de patronage catholique. De ce point de vue, le Nantes Rosé Basket semble se démarquer dans la mesure où son nom témoigne d'une centration sur les affaires de compétition, sans référence explicite à une quelconque finalité supérieure à laquelle la pratique sportive aurait été adossée. Et pourtant, la création du Rosé Basket est un préalable à l'émergence du NRB, procède en réalité de la réunion des sections basket de 3 amicales laïques roséennes. En conséquence, les 3 clubs dont vous avez aperçu le logo ont pour trait commun d'avoir un passé affinitaire, ce qui signifie que leurs adhérents respectifs partageaient, à l'origine, une même vision du monde social et politique. Néanmoins, alors même que cette conception du sport mise au service de grandes causes est ensuite balayée par les impératifs de la performance, le scénario qui voit s'imposer les tenants d'une logique proprement sportive n'est pas identique d'une association à l'autre, comme le suggère la stabilité ou l'instabilité, selon le cas, de leur dénomination. Le premier scénario démontre que la spécialisation compétitive s'est souvent imposée sans heurts notables à travers le renouvellement des générations, soit dans un cadre statutaire remanié, c'est le cas au BCSP, soit dans un cadre statutaire inchangé, ce qui est le cas à l'Hermine. Remanié pour le Basket Club Saint-Paul, dans le sens où ce nom est adopté en 2011, au moment où est officialisé l'abandon du site et du foyer qu'occupaient jusqu'alors les différentes sections du Cercle Saint-Paul. Le BCSP est donc l'émanation du CSP. L'accès à l'indépendance du premier étant la conséquence incidente d'une impossibilité de maintenir l'unité statutaire du second au regard de considérations foncières. La transition du CSP au BCSP n'est donc pas le signe d'une crise portant sur les questions sportives, l'adoption d'une orientation compétitive étant bien antérieure à 2011. À l'Hermine, l'effacement progressif de ceux qui concevaient leur adhésion à l'association comme un acte politique n'est pas plus conflictuel qu'au Cercle Saint-Paul.
Néanmoins, les défenseurs d'une vision militante du sport n'ont pas réagi de manière uniforme à la polarisation sur la compétition, perceptible à la fin des années 70 et plus encore dans les années 80. Pour certains d'entre eux, l'effacement est synonyme d'auto-éviction. Et pour d'autres, en revanche, l'implication au sein de l'association s'est prolongée en dépit du virage compétitif amorcé, mais aussi en dépit de leur isolement idéologiquement s'entend au sein de l'association. À ce propos, voici ce que rapporte un certain Bernard Oex, aujourd'hui âgé de 88 ans et investi à l'Hermine depuis 1947. Moi, je suis catholique pratiquant. J'ai connu à l'Hermine une équipe de dirigeants qui était entièrement composée de catholiques pratiquants. Actuellement, je suis peut-être un des seuls. Les jeunes maintenant me mettent un petit peu en boîte avec le sourire, dit-il. Et ils me disent « Bernard, tu vas prier pour nous ». Alors que Bernard Oex témoigne par la prolongation de son investissement de la transition apaisée entre deux époques, il est illusoire de chercher son alter ego au NRB ou au Rezé Basket, dont la création a marqué brutalement cette fois la fin d'une époque et le début d'une autre. Éminemment conflictuel, le second scénario démontre que la spécialisation compétitive s'est parfois installée par la lutte, comme l'illustrent les hostilités dont l'amicale laïque de la Housse a été le foyer dans le courant des années 80. Concrètement, le statu quo, à savoir le maintien de la section basket dans l'association, est défendu avec d'autant plus de virulence par les amicalistes de la Housse que le projet d'autonomisation de la section basket est porté par un certain Gilbert Soulard, que ces mêmes amicalismes décrivent comme un gars du privé, dont l'épouse, catholique convaincue tout comme lui, ne manque pas par exemple d'informer les équipes invitées au tournoi de Pâques organisé par la section basket des horaires de messe, et qui participe lui-même au mouvement de protestation des parents de l'école libre contre le projet de loi Savary en 1984, avant de s'impliquer dans l'OGEC, dans un établissement rosien. Gilbert Soulard est par conséquent porteur d'un double stigmate aux yeux des amicalistes, puisque, outre ses convictions politiques et religieuses, il réclame avec force une orientation affirmée vers la compétition, ce qui passe selon lui d'une part par l'abandon de la participation aux compétitions affinitaires, et d'autre part par la transformation des sections basket amicalistes en un club indépendant. Vous connaissez la fin de l'histoire, certes, qui se conclut quelques années plus tard par la fusion, synonyme de création du Rezé Basket. Mais ce que vous savez sans doute moins, c'est que les adversaires engagés dans la lutte ont tous été contraints à des concessions, les amicalistes roséens étant parvenus à obtenir, en échange de leur assentiment à l'autonomisation des 3 sections basket, rien de moins que l'éviction du porteur initial du projet. Le cheminement vers le haut niveau n'a donc pas toujours été un long fleuve tranquille au sein d'un espace marqué par cet ancrage affinitaire originel. Si la perspective de s'élever dans la hiérarchie compétitive n'a guère fait consensus au sein des amicales laïques et des patronantés, la lutte pour acquérir ou maintenir une position dominante au sens sportif du terme a longtemps été aussi âpre qu'incertaine à l'échelon local. Incertaine car il s'agit de sport, on monte et on descend, et âpre car l'espace nantais du basket est d'une densité rare. Celui-ci se caractérise en effet par une très forte concentration associative, comme l'atteste le nombre de clubs, plus de 220, recensés à Nantes et dans ses environs immédiats depuis 1920. Bref, à la concurrence idéologique s'est superposée une concurrence sportive, l'intensité originelle de la première n'étant d'ailleurs pas étrangère à la densité qui a rapidement été l'apanage de la seconde. Dans un tel contexte, et si l'on se concentre à présent sur l'aspect strictement sportif, la trajectoire ascendante d'un club ne peut être analysée indépendamment des trajectoires respectives des clubs qui l'entourent, même s'ils ne font pas partie de ses adversaires directs en championnat. De ce point de vue, le cas de l'Hermine est assez emblématique, aussi bien lors de son accession en Pro B qu'au cours de la longue période de stagnation, sans jamais monter ou descendre, qui s'ensuit et qui court toujours depuis 23 ans. Pour commencer, le coup de pouce accordé par la municipalité nantaise à l'Hermine suite à son accession à la Nationale 2 en 1992 doit nécessairement être rapporté à ce que la presse a appelé la tragique disparition du Nantes Basket Club, le club phare nantais des années 80, demi-finaliste du championnat de France en 1988, à la tête duquel se trouve alors Daniel Augereau, candidat de la droite, battu aux élections municipales par Jean-Marc Ayrault en 1989. Dans un tel contexte, comment s'étonner du peu de soutien consenti par l'équipe municipale envers le NBC lorsque ce dernier connaît, à partir de 1989 et de l'affaire Billy Red, des déboires sportifs et financiers à répétition. Nouvellement promis en National 2, en 92, et de leur premier club nantais dans la hiérarchie compétitive suite à la dissolution la même année du NBC, l'Hermine se présente de fait comme le partenaire idéal pour la municipalité en raison de la solidité de ses structures et de la qualité de sa formation,
Autant d'éléments qui font du club de la Butte Sainte-Anne l'antithèse du NBC. De la même manière, le président de l'Hermine représente aux yeux de Jean-Marc Ayrault, je cite, un de ses proches, une assurance tout risque, en comparaison de l'adversaire politique qui est Daniel Augereau. Si l'Hermine bénéficie ensuite du coup de pouce nécessaire à l'accession à l'échelon supérieur, la Pro B, la dernière marche vers la Pro A n'est en revanche jamais franchie. Pendant cette période de stabilité sportive longue de plus de 20 ans, les concurrents, nous allons le voir, n'ont pas manqué. La culture, tout d'abord, ou plus exactement la politique culture municipale, jugée en partie responsable, à en croire les dirigeants à la tête de l'Hermine dans les années 2000, de l'insuffisance du montant des subventions allouées à l'équipe professionnelle du club. Ayrault n'a qu'à nous donner une couille de l'éléphant et on fera notre budget, aurait dit dans des propos qui m'ont été rapportés un président de l'Hermine avec un sens inégalable de la formule. Au-delà de ce concurrent inattendu, d'autres rivaux opèrent sur le terrain sportif, sans être pour autant, répétons-le, des adversaires directs en championnat. Les concurrents en question, que je citerai juste après, bousculent les habitudes de l'équipe technique de l'Hermine jusqu'à leur seule occupante du Palais des Sports de Beaulieu. Mais ils sont aussi, et ce n'est guère une surprise, des concurrents sur le plan économique, comme l'explique l'actuel vice-président en charge du sportif. Le gâteau des finances liées au sport, qu'il soit, je le cite, le gâteau des finances liées au sport, qu'il soit privé ou public, n'est pas extensible à Nantes. Vous avez déjà le FC Nantes qui capte la plus grosse partie de ce gâteau. Ça, c'est une réalité incontournable. Donc les autres se partagent le reste. Et dans le reste, il y a des clubs qui n'existaient pas il y a quelques années, du moins pas à la même hauteur, comme le HBCN, le handball, qui est vraiment un concurrent frontal pour nous, alors qu'il y a quelques années, ça ne l'était pas. Le basket féminin aussi, qui joue maintenant la Coupe d'Europe et qui arrive à revendiquer des choses auprès de certains partenaires que nous, on n'est pas capable sportivement de revendiquer. Alors voilà, pour nous, ça veut dire que pour conserver nos partenaires ou en acquérir de nouveaux, il faut bosser beaucoup plus. Depuis 2004, c'est ça, c'est terrible, mais depuis 2004, c'est ça, il faut bosser beaucoup plus pour avoir la même chose, ou un petit peu plus. Ou quand la trajectoire ascendante des uns interfère sur la trajectoire stationnaire des autres, alors même que l'Hermine avait initialement un temps d'avance sur ses concurrents, le handball masculin et le basket féminin. La transition est toute trouvée, poursuivant avec le basket féminin, en soulignant d'emblée une de ses spécificités à l'échelle locale. Alors qu'une équipe phare s'est toujours détachée du côté des hommes, depuis les années 50, avec l'ABC tout d'abord, puis le NBC et enfin l'Hermine, le haut niveau féminin nantais se caractérise sur la même période par son éclatement. C'est notamment le cas dans les années 90, une décennie au cours de laquelle pas moins de 3 équipes évoluent dans les échelons immédiatement inférieurs au meilleur niveau national. Ces équipes sont celles du Harouis dans le basket, un club nantais qui a joué pendant 2 saisons en National 1 au milieu des années 80, mais dont les ambitions sportives restent très mesurées 10 ans plus tard. En revanche, les dirigeants de la LPCM, un club nantais, et ceux du Rosé Basket partagent la même ambition, accéder au plus haut niveau national féminin. Cette perspective n'a pourtant rien d'une évidence, dans un premier temps tout au moins pour les dirigeants du Rosé Basket, dont les équipes premières masculines et féminines évoluent à un niveau quasi équivalent. Si les filles l'emportent finalement dans la balance, presque par défaut, c'est précisément parce que chez les hommes, la place est déjà prise. Par l'Hermine. L'ascension sportive du club passe donc par les filles. Et elle passe aussi par un rapprochement avec Nantes, pour des raisons économiques équivalentes, ce que les dirigeants du Rosé Basket parviennent à faire, alors même qu'ils osaient à peine l'espérer, en convainquant leurs homologues du Harouis Nantes Basket de fusionner avec eux, plutôt qu'avec leurs voisins de la LPCM, pourtant largement favoris dans l'affaire. Et c'est ainsi qu'au Rosé Basket s'est adjoint le Nantes Rosé Basket, une entité dédiée à partir de 1998 au haut niveau féminin. Avec la réussite que l'on sait, puisque la trajectoire du NRB a bien été ascendante depuis cette date, en particulier grâce à l'appui de la municipalité nantaise, quand celle de la LPCM a plutôt été déclinante sur la même période. Enfin, si l'on se penche pour finir sur l'équipe première du BCSP, il est évident une fois encore que sa progression ne peut être analysée autrement qu'en étant rapportée aux échecs et aux réussites des clubs voisins. Les échecs tout d'abord, dans la mesure où le BCSP, ou avant lui le CSP, a bénéficié du renfort de joueuses en provenance d'autres clubs dont les équipes premières féminines, pour des raisons que je ne détaillerai pas, n'ont pas été réengagées en championnat d'une saison à une autre, alors même qu'elles évoluaient au niveau national. Mais aussi dans les réussites, dans la mesure où la progression du NRB n'est pas étrangère à celle du BCSP. En effet, les passages d'un club à l'autre sont relativement fréquents, et plutôt à sens unique, à bien y regarder, du NRB vers le BCSP. Concrètement, ces passages concernent 2 types de joueuses. Des joueuses plutôt âgées, d'une part, qui voient dans le BCSP un club où prolonger leur carrière sportive dans un contexte concurrentiel moins exigeant,
mais aussi des jeunes joueuses pour qu'ils l'accès au plus haut niveau est loin d'être aisé au sortir de leur cursus en centre de formation, et qui trouvent par conséquent au BCSP une marche intermédiaire pour gagner du temps de jeu et continuer à progresser. Au final, l'ascension du NRB dans la hiérarchie compétitive aura tout autant alimenté le déclin de l'équipe féminine de la LPCM, dont le raté dans la fusion un temps envisagé avec Arouis aura signé la fin des ambitions de haut niveau, que la progression de celle du BCSP, alimentée en joueuses de qualité, passant d'un club à l'autre, compte tenu de l'écart relativement faible, une ou deux divisions tout au plus, qui les séparent depuis 15 ans environ. Le titre de ce dernier temps renvoie à une question dont j'ai déjà dit un mot il y a un instant à propos du NRB. En choisissant d'associer les filles à leur projet d'atteinte du haut niveau national, les dirigeants du Rosé Basket engagent simultanément et tacitement l'équipe première masculine du club dans une dynamique sportive dont on devine qu'elle sera moins ambitieuse. Non seulement car l'équipe occupe déjà la place localement, et qu'il paraît illusoire de vouloir concurrencer une équipe à la trajectoire ascendante, on est à la fin des années 90, soutenue qui plus est par la municipalité nantaise. Mais encore car les dirigeants roséens sont persuadés, comme beaucoup d'autres, que la poursuite conjointe d'une double ambition masculine et féminine mène nécessairement à une impasse. En d'autres termes, le soutien à une trajectoire ascendante requiert d'ajuster, au sens de contenir, les ambitions sportives de l'autre sexe. Localement, l'antériorité des équipes masculines est l'attrait plus important qu'exerce le jeu pratiqué par les garçons, plus rapide, plus spectaculaire, constitue le socle d'une hiérarchie le plus souvent défavorable aux équipes féminines. En particulier lorsque, comme c'est le cas à l'Hermine, l'écart de niveau entre les deux équipes premières est important. Le maintien de cette hiérarchie est du reste assuré par le déploiement d'un ensemble de stratégies, notamment quant à l'orientation des entraîneurs vers le secteur masculin ou féminin. Ainsi, les entraîneurs nouvellement arrivés à l'Hermine sont fréquemment affectés chez les filles, avant qu'on leur propose de basculer vers les garçons, dès lors qu'ils ont fait leurs preuves. Dans ces conditions, il est évident que le jour où les filles dépasseront les garçons dans la hiérarchie compétitive n'est pas pour demain, si vous m'autorisez l'expression. À l'Hermine tout au moins, puisque ailleurs, un tel scénario s'est déjà produit. Au NRB, le choix de miser sur les filles s'inscrit dans un positionnement stratégique à l'échelle de l'agglomération, au regard de la place dominante déjà occupée sur le versant masculin par un autre club, l'Hermine en l'occurrence. Au BCSP enfin, l'ascension des filles n'est pas davantage l'expression d'une préférence féminine, dans la mesure où les premières montées ont été obtenues sans être provoquées ou désirées, à un moment où les résultats de l'équipe première masculine étaient fragiles et déclinants. Cela revient à dire que les deux équipes se sont croisées dans la hiérarchie compétitive avant que la poursuite de la progression des filles ne pousse, à contre-courant de ce qu'on observe à l'Hermine, à contenir les ambitions des garçons. Une place pour deux donc, comme une dernière pièce du puzzle que nous avons tenté de reconstruire, avec l'intention de montrer que les trajectoires sportives ascendantes de l'Hermine, du NRB et du BCSP ne peuvent être réduites à de simples accumulations de victoires, puisqu'elles sont en réalité le produit de plusieurs histoires. Je vous remercie pour votre attention. Merci Lionel, on dispose d'une dizaine de minutes pour prendre quelques questions. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous croyez qu'une fusion féminin et masculin, par exemple du et de l'Hermine, est envisageable pour créer un pôle sport de niveau comme à l'Asvel par exemple? Ce n'est pas dans les tuyaux, me semble-t-il, et j'ai plutôt senti, là, dans les enquêtes que j'ai menées, des formes de réticence extrêmement fortes de la part des dirigeants autour de l'hypothèse qui consisterait à associer dans le même club des ambitions aussi fortes pour les filles que pour les garçons, notamment parce que certains cas, comme celui de la LPCM, servent en réalité de repoussoir. La LPCM s'est longtemps distinguée sur la scène locale comme étant un club qui misait autant qui misait autant chez les filles que chez les garçons,
Mais ce qu'ils ont réussi à faire en atteignant conjointement la Nationale 3, voire la Nationale 2, mais les observateurs attentifs leur ont toujours reproché finalement, ou ont toujours constaté que l'ambition était double, mais que cela n'avait jamais permis finalement de franchir les dernières marches de la hiérarchie nationale. Donc peut-être les choses sont-elles effectivement en train d'évoluer, notamment à Lyon, mais en tous les cas, pour le cas nantais, je n'ai pas l'impression que ce soit dans les tuyaux. D'autant plus que alors j'ai pas pu l'aborder par manque de temps, mais les dirigeants de l'Hermine ont un certain nombre de fois été sollicités, compte tenu, on l'a dit, de la solidité de leur structure, de leur connaissance de haut niveau, pour être associés à des projets féminins, ce qu'ils ont toujours refusé de faire. Ça marche maintenant. Donc là, la question que je vais te poser, c'est surtout sur... tu as parlé de clubs affinitaires en fait, qui avaient un peu la même affinité, qui se sont regroupés. Mais dans certaines villes, dans d'autres sports, par exemple à Dunkerque en gymnastique, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y avait 2 clubs de très haut niveau en division nationale, mais un qui venait en fait, de l'UFOLEP et l'autre qui venait de la FSCF, et qui ont été obligés de fusionner. La municipalité leur a imposé la fusion. Est-ce que tu retrouves ce genre de cas de fusion transaffinitaire ici dans le cas nantais? Pour des clubs, alors ta question est bien sûr extrêmement intéressante, puisque les fusions ont été très nombreuses sur une période d'une vingtaine d'années, des années 80 aux années 2000. Et ce qu'on y observe, c'est finalement une séparation très marquée des fusions qui, pour les unes, concernent les sections basket d'Amical Laïque et qui, pour les autres, concernent parfois, effectivement, certains pas trop. En réalité, quand on fouille un petit peu les questions statutaires, on se rend compte que ce type de fusion était, d'un camp à l'autre, pourrait-on dire, d'un camp à l'autre, était en réalité complètement impossible, parce que verrouillé par l'évêché autour des questions d'utilisation des salles qui sont mises à disposition des anciens patros. Dans les conventions d'occupation qui sont signées avec ces patros, il est bien stipulé que la possibilité de disposer de ces installations sera toujours maintenue dès lors que le cadre associatif sera préservé. Ce qui signifie en creux que toute modification réglementaire, et donc toute fusion, aurait pour conséquence de rompre le contrat tacite, le contrat qui les lie à l'évêché, et par conséquent aurait pour conséquence de mettre fin à la convention d'occupation. Donc pour des questions liées aux salles, et on sait bien que c'est un atout extrêmement fort pour une association que de disposer d'une salle, des fusions concernant des associations pour l'une appartenant à un camp et pour l'autre à l'autre camp n'ont jamais été observées localement. Ouais. Du coup, qu'en est-il du coup pour les clubs qui ont un petit peu moins de visibilité, par exemple Orvosport au niveau des filles qui jouent quand même en N2, pour cette fameuse part du gâteau financier? La question est un petit peu différente, puisque je te renverrai tout simplement vers la ville d'Orvaux, puisque là on revient sur des questions qui concernent le financement de chacune des associations dans chacune des municipalités de l'agglomération nantaise. Je n'ai pas vraiment d'éléments à t'apporter sur ce point-là, puisque l'essentiel de l'intervention concernait finalement les 2 grosses villes de l'agglo, à savoir Nantes et Rezé. Et comment est vécue l'ambivalence du club de Nantes Rezé Basket, sachant qu'elles sont à la fois sur Nantes et à la fois sur Rezé? Alors c'est une question extrêmement intéressante que j'ai là encore pas eu le temps de développer. Puisque les dirigeants que j'ai rencontrés m'ont exprimé un certain malaise vis-à-vis de cette ambivalence, effectivement,
puisque la municipalité rosienne les a constamment renvoyés au pied qu'ils ont à Nantes, pour les situer comme un club nantais-roséen, et donc pour finalement se dégager de certaines de leurs obligations vis-à-vis du club, quand à Nantes on leur disait exactement l'inverse, à savoir qu'ils étaient avant tout un club roséen, puisque associés statutairement au Rosé Basket. Vous avez bien compris que le premier franchissement de la Loire, finalement, vers Nantes, a été opéré en 1998, lorsque le Rosé Basket a réussi à s'associer au Arouis Nantes Basket, ce qui a permis de créer, via la création du NRB. Sachez que le NRB a voulu, d'une certaine manière, mettre les deux pieds à Nantes un certain nombre de fois, notamment en tentant un rapprochement avec un club que vous connaissez peut-être, l'AS Saint-Rogatien, qui est très reconnu localement pour la qualité de sa formation et le nombre de bénévoles et la force de son équipe bénévole. Un rapprochement qui finalement n'a pas eu lieu aux grandes dames des dirigeants du NRB, notamment parce qu'un certain nombre de dirigeants de l'AS Saint-Rogatien percevaient de manière extrêmement négative l'association avec un club de haut niveau. Et il faut savoir que pour certains, tout cela datait de très longue date, dans la mesure où les dirigeants avaient très mal vécu dans les années 50 le fait que des joueurs de l'AS Saint-Rogatien étaient partis vers l'ABC Nantes. Donc on remonte à des souvenirs très anciens pour expliquer aussi les réticences relatives à cette association qui s'est jouée autour de 2007-2008. Ce projet d'association qui s'est joué autour de 2007-2008. Vous parlez beaucoup du club de Nantes et du club de Rosé. Ne craignez-vous pas, puisque ces deux collectivités font partie de la métropole, ne craignez-vous pas qu'à terme, la métropole vous impose une fusion? Alors, je ne crains rien du tout, puisque je n'ai aucun intérêt ni dans un camp ni dans l'autre. La fusion entre les deux clubs roséens ne serait pas si simple, puisqu'elle touche finalement à deux histoires séparées. Ce que l'on perçoit d'ailleurs très bien dans le logo, ce n'est pas le logo que j'ai projeté, mais un des logos du BCSP mentionne, ajoute finalement au nom du club et à ses couleurs 100% roséen. Oui. Ce qui est bien entendu un tacle glissé au NRB qui lui a un pied à Nantes et un pied à Rezé. Donc peut-être effectivement un jour la municipalité aura-t-elle ce rôle d'impulsion, mais en tous les cas je pense que comme pour d'autres fusions, le processus de rapprochement risque d'être extrêmement long. J'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus autour de l'AOC et de la création du Rosé Basket. Autour de Gilbert Soulard, vous avez bien peut-être compris que tout cela s'est joué sur plusieurs années. Je pense qu'en cas d'impulsion de la part de l'agglomération, de la métropole, le processus mettrait un certain temps, bien entendu, avant de se concrétiser. Sans doute, mais les subtilités que vous avez évoquées entre les logos, etc., je pense qu'un jour, puisque les subventions deviennent de plus en plus contraintes, bien sûr, c'est l'objet de ma question, puisqu'il est évident qu'à un moment ou à un autre, les aides finiront par être d'une manière ou d'une autre réduites à une peau de chagrin. Oui, et puis il y a déjà des précédents dans l'histoire locale, dans la mesure où, par exemple, au tout début des années 80, alors que la Similienne de Nantes, implantée rue des Hauts-Pavés, et l'ABC étaient au même niveau, la municipalité les avait déjà poussés à se rapprocher, sans que cela aboutisse. Mais bien entendu, les collectivités locales sont sensibles à ces doublons dans des présences de clubs locaux à des échelons identiques de compétition, ou presque identiques dans le cadre du BCSP et du NRB, puisque les deux équipes sont séparées d'une division. Mais est-ce que vous préparez à ce genre de situation future, ou est-ce que vous avez... je ne me prépare à rien du tout. J'ai particulièrement apprécié tout à l'heure les formules de Patrick Last qui parlait de sa position ou de notre position d'observateur. Je serai très attentif à ce qui se passe, mais sans avoir d'intérêt sur ces questions-là. Ma question était très méchante.
Bonjour à tous. Donc, quant à moi, je vais vous parler de disciplines sportives dites mixtes, dans le sens où elles réunissent les hommes et les femmes sur un même terrain, qui en viennent à s'affronter en compétition. Donc, si ces sports viennent rompre un peu, quelque peu avec les logiques sportives de séparer les hommes et les femmes en deux catégories, ça peut surprendre, mais bon, faut savoir aussi que depuis une vingtaine d'années, 15-20 ans, ces épreuves, ces disciplines mixtes se développent de plus en plus, donc notamment dans des sports qui avaient pris l'habitude de séparer, parce que c'est une forme c'est un peu dans l'air du temps, pour dire vite. Et en témoigne d'ailleurs une des résolutions du CIO dans son calendrier 2020 qui indique que justement il souhaite développer dans le cadre des Jeux Olympiques de plus en plus d'épreuves mixtes. Donc, me concernant, j'ai choisi de retenir des sports collectifs non olympiques, peu connus, donc le korfball, le tchoukball, l'ultimate, le touch et le flag, pour les citer rapidement. Donc désolé, je ne reviendrai pas précisément sur chacun de ces sports, on pourra peut-être en parler par la suite. Mais j'ai choisi de les retenir, j'expliquerai les raisons plus précises au fil de mon propos. Donc l'objectif de ce travail, donc, ça a été un peu de quitter la dimension symbolique de la mixité, pour déterminer si, dans ces sports qui réunissent les hommes et les femmes, le critère sexe, le fait d'être homme ou femme au sens social du terme sexe, était toujours déterminant, important au moment du jeu, dans le cadre des interactions et des relations qui se nouent entre les pratiquants, toujours sur le terrain de sport, pendant la pratique. Donc c'est dans une dimension relationnelle que j'interroge la variable sexe. Il s'agissait de voir si cette variable prenait de l'importance, perdait de son importance dans les relations sur le terrain. Et le but, c'est pas de s'intéresser aux différences pour ce qu'elles sont, les différences hommes-femmes pour ce qu'elles sont, pour discuter de leur existence ou de leur origine, mais de voir comment, à un moment donné, elles s'activent, elles deviennent importantes ou elles disparaissent le temps du jeu. On sait que, comme l'ont montré des auteurs comme Goffman, au niveau des relations entre les hommes et les femmes, que nos relations sont régies par un certain nombre de codes qui visent à nous positionner en tant qu'hommes ou femmes dans nos relations, des codes qui sont connus de tout le monde, auxquels on ne fait plus forcément attention. Et l'idée, c'est de voir si ces codes corporels notamment, de l'interaction, se maintiennent ou disparaissent le temps du jeu. Donc, le but, c'est de voir, excusez-moi, je n'ai pas fait suivre la diapo, si finalement, sur le terrain de sport, on s'adonne à un jeu sportif, c'est-à-dire conforme aux exigences du jeu, c'est-à-dire est-ce que nos comportements sont diligentés par les lois du jeu ou par les codes sociaux, et voir qu'est-ce qui sort de cette confrontation entre logique sociale et logique sportive. Donc, je me suis intéressé donc, justement aux relations entre partenaires, entre adversaires. C'est pour ça que j'ai choisi des sports collectifs, parce que parmi toutes les disciplines mixtes, toutes les épreuves mixtes qui existent, elles sont nombreuses, les sports collectifs sont les APS au sein desquels l'effervescence relationnelle, pour reprendre les mots d'Éric Dugas, est la plus marquée. Ça permet d'interroger des relations multiples entre partenaires, pour observer l'organisation, les organisations au sein des équipes, la manière dont on se répartit les rôles. Également les relations entre adversaires, pour voir comment on interagit face à un adversaire, selon qu'il soit un homme ou une femme. Est-ce qu'on s'adapte, est-ce qu'on ne s'adapte pas? Et également voir le rôle de l'arbitre là-dedans, qui a un rôle un peu dégagé, mais qui doit prononcer un jugement sur le type de relation en fonction de logiques soit sportives, soit parfois sociales. J'y reviendrai. Donc, pour cette présentation, j'ai essayé de me concentrer sur le critère performance, en tentant de voir en quoi ce critère performance, et notamment l'exigence de performance, la dimension, j'ai retenu la dimension compétitive pour voir en quoi la dimension performance avait un impact ou pas sur le maintien ou la disparition de l'importance de la variable sexe dans les relations entre pratiquants. Donc j'avais pu observer dans la littérature scientifique que en contexte non compétitif, en loisir ou à l'entraînement, certains auteurs, certaines, notamment Karine Guérandel, Christine Ménesson, avaient observé que, notamment dans les sports de combat, qu'il y avait un certain nombre de rites d'interaction qui se maintenaient, c'est-à-dire que l'homme prétendument supérieur faisait ce qu'il fallait pour rester dominant, rester vainqueur de l'affrontement, sans pour autant mettre à mal son honneur, et c'est-à-dire en ne profitant pas d'une prétendue supériorité. Donc en quelque sorte, dans ce contexte-là, on ne s'affranchit pas complètement des codes sociaux et on s'implique dans le jeu compte tenu de ces codes et en respectant certaines normes qui sont valables en dehors du jeu.
Et le but d'aller voir les pratiques compétitives, c'est justement de voir si ces stratégies de modération, qui n'ont a priori plus lieu d'être le temps de la compétition, le temps de la performance, sont toujours de mise, alors qu'elles deviennent normalement a priori incompatibles avec les logiques de jeu. Donc je parlerai dans un premier temps des instants, des temps, des moments, des configurations dans lesquelles performance est synonyme de maintien de la distinction entre les sexes, et ensuite des moments plutôt dans lesquels la performance est synonyme de neutralisation du sexe, où cette variable-là n'est plus considérée. Donc, dans un premier temps, j'ai pu observer que, de manière générale, une sorte d'activation, une présomption de supériorité masculine, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine sportif, et l'idée selon laquelle les hommes sont supérieurs, que cette idée soit réelle ou fantasmée, en tout cas, elle était toujours bien présente, et que par défaut, toute une organisation se met en place en fonction de cette idée de supériorité, de cette idée de hiérarchie entre les hommes et les femmes. Donc, ça se donnait à voir notamment dans la distribution des rôles, c'est-à-dire que les rôles sportifs du jeu les plus valorisés symboliquement et au niveau du jeu étaient occupés par les hommes, et les rôles inférieurs, les moins déterminants du jeu, étaient occupés par les femmes. Donc ça, c'était assez flagrant, parfois caricatural, et on observait également des stratégies sexuées, donc de la même manière que, pour reprendre le basket, on a tendance, si au fil du jeu, un petit se retrouve sur un grand, et on va donner la balle au grand pour qu'il tire parti de sa taille pour aller marquer. Donc en quelque sorte, là où la taille est un élément a priori pertinent en basket, et là, dans les sports mixtes, le sexe était considéré comme un indice pertinent aux yeux des pratiquants, pour justement, en gros, on jouait sur la femme adverse si jamais si elle défendait sur un homme. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, donc ça, ce sont des choses qui se produisent pas que dans les activités sportives, dans nombre de secteurs mixtes. On voit cette reproduction de la hiérarchie, de la division du travail entre hommes et femmes, avec toujours une valorisation des rôles masculins et une minorisation des rôles féminins. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est imposé, non pas en tant que réalité, par rapport à une réalité concrète qui justifierait cette répartition du jeu, mais ça a amené comme norme, c'est-à-dire qu'on se base sur cette idée-là pour organiser tout le reste du jeu, parfois sans forcément questionner cette organisation. Donc, on voyait également, pour illustrer le fait que la dimension sexuelle ne disparaissait pas, certains troubles dans les interactions, avec une sorte de dilemme de l'engagement ultime, comme je disais tout à l'heure pour les pratiques de loisirs, en tant qu'homme, est-ce que je me permets de tout donner face à une femme? Comment ça va être pris? Voilà. Donc on a toujours cette importance des codes sociaux qui ne disparaissent pas forcément. Et ça, c'est surtout, donc j'en reviens à l'idée de contexte, de voir dans quel contexte tout ça se joue. C'est surtout valable chez les débutants, les non-experts, ceux qui entrent dans la pratique, chez les non-spécialistes qui n'ont pas forcément une vision fine de leur discipline. Et ça s'impose en tant que norme, et une vision normative du rapport homme-femme, et qui est donc hiérarchisée. Donc ça, c'est ce que j'ai observé dans un premier temps, mais par la suite, donc c'est-à-dire que tout ce que je viens d'aborder là, c'est valable jusqu'à un certain point. Et notamment, à un moment donné, on a tendance à oublier la dimension sexuelle, la variable sexe, sous l'effet de la compétition et de la recherche de performance. Donc c'est valable plutôt chez les plus experts, où on a une vision plus nuancée des qualités de chaque individu, et on arrive à penser non plus les individus à l'aune de leur sexe, mais à l'aune de ce que j'ai appelé le capital corps en mouvement. C'est l'ensemble des ressources dont dispose un pratiquant et qui lui sont utiles pour évoluer dans son sport, et indépendamment de son sexe. Donc on considère une personne par rapport à ses qualités physiques, physiologique, sa connaissance du jeu, la connaissance tactique, et ainsi de suite. Et par conséquent, on devient aveugle de la dimension sexuée dans cette configuration-là, parce que cette variable-là n'a plus, en tant que telle, n'a plus lieu d'être considérée pour la distribution des rôles. Donc ça, c'est un premier niveau. Donc il faut montrer que c'est vraiment le processus qui change. Dans le résultat, on peut toujours avoir une forme de distribution sexuée des rôles. Mais c'est pas pour ça, c'est valable, c'est observable de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, dans la manière dont on s'organise, on a tenu compte de cette division homme-femme là.
Et ce qui s'observe également, c'est notamment au niveau des interactions. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de codes corporels de l'interaction, c'est-à-dire que la manière de se comporter, notamment lorsqu'il y a des contacts entre les hommes et les femmes, ne se fait pas de la même manière en dehors du sport. On n'interagit pas de la même façon. Et ce qui pouvait être valable dans le sport à un moment donné tend à disparaître également. C'est-à-dire que le corps adverse, qu'il soit un corps d'homme, un corps de femme, n'est plus qu'une cible, que toutes les zones du corps ne sont plus connotées sur le plan sexuel ou érogène, mais ça devient une cible à atteindre, et le corps n'est plus que finalement au service de la mécanique du jeu sportif et est dépourvu de tout symboles qui, en dehors du jeu, ont tendance à diligenter, à gouverner un petit peu la relation de corps à corps. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, sous l'effet de l'intensité du jeu, de l'exigence de performance. À la rigueur, je ne suis plus en mesure, au moment où je dois accomplir mon action, où je dois agir face à mon vis-à-vis, je ne suis plus en mesure de considérer la variable sexe, si bien qu'en face de moi, j'ai un joueur ou un membre de l'équipe adverse qui est soit un homme, soit une femme, mais en tout cas, je ne le considère plus à l'aune de son sexe. Donc ce contexte de la neutralisation, encore une fois, c'est vraiment la pratique à haute intensité. C'est vraiment sous l'effet de la haute intensité, je passe du champ des représentations à celui des sensations, et je fais usage de mon corps par rapport à la logique du jeu, et uniquement celle-ci. Et c'est pour cette raison que le sexe vient à être quelque peu évincé de l'esprit des pratiquants au moment du jeu. Donc pour me rendre compte de ça, il a fallu que j'accède à l'expérience des pratiquants, c'est-à-dire que soit en pratiquant moi-même pour me mettre en situation, voir ce qui pouvait se jouer dans ces différentes disciplines, ou également par entretien d'explicitation qui visait à accéder à l'expérience des acteurs justement en leur faisant décrire ce qui se joue précisément au moment de telle ou telle action, c'est-à-dire au moment des contacts, même s'ils sont limités. Donc en conclusion, j'aimerais amener quelques idées. Alors la première, c'est que donc la mixité en compétition, c'est un contexte en partie favorable à la neutralisation du sexe. Donc je dis bien en partie parce qu'on a quand même un gros bloc, hein, c'est toute la première partie de mon propos, où l'idée selon laquelle les hommes sont supérieurs aux femmes en sport est quand même bien réelle, bien prégnante, reste bien présente, mais que dans certaines conditions, ces représentations-là, qui débouchent sur un certain nombre de pratiques, qui tentent de nouveau à hiérarchiser hommes et femmes, alors qu'on a peut-être l'idée que dans les sports mixtes, cette dimension-là pourrait disparaître, ça n'est pas le cas. Mais voilà, j'ai parlé d'éclipse du sexe, parce que c'est vraiment une histoire d'un événement momentané, qui n'est pas forcément durable le temps du jeu, mais j'ai jugé intéressant d'en parler, parce que ça a changé un peu, ça mettait un peu à mal l'idée selon laquelle, dès qu'on retrouvait la mixité, on retrouvait également une forme de distribution, de division entre hommes et femmes. La seconde idée que je voudrais amener en conclusion, c'est est-ce que si c'est vrai pour le sexe, si à un moment donné on est capable de ne plus penser sur la base de ce critère-là la manière d'entrer en relation avec les autres, si on est capable de faire abstraction de cette variable dans nos relations, est-ce que c'est valable pour les autres formes de différence tendent à être considérées, donc quelles qu'elles soient, et qui peuvent déboucher sur des formes de hiérarchisation. En fait, c'est ça le problème, c'est toutes les différences ne sont pas forcément déterminantes, elles deviennent à un certain point, et le problème, c'est surtout lorsqu'elles donnent lieu à des formes de hiérarchie entre les individus, alors même que ces variables-là n'ont pas lieu d'être considérées, ne sont pas pertinentes au regard de ce qui unit les individus en relation. Et enfin, le dernier point, c'est de se demander si ces expériences de l'abstraction, de l'effacement du sexe pouvaient avoir des effets durables sur les individus. Si à un moment donné, on est capable de ne plus penser, de ne plus raisonner à partir de cette variable-là, est-ce que, à force, est-ce qu'avec le temps, on en arrive à ne plus être, malgré une socialisation beaucoup plus longue, qui nous a justement inscrit cette variable-là dans nos manières de penser, qui a fait quelque chose d'important et qui est inscrite en nous, est-ce qu'on peut un peu affecter ces dispositions-là à agir en fonction du sexe de l'autre pour justement amener les individus à faire abstraction de tout ça, non pas pour faire abstraction, mais dans les cas où ça n'est pas pertinent, où ça n'est pas quelque chose de déterminant lors de nos relations. Donc l'idée, ce serait
sorte d'éducation à évincer ces critères-là de nos esprits pour entrer en relation, afin que l'éclipse, que j'ai nommé l'éclipse, puisse se prolonger un petit peu dans le temps. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre présentation et puis pour le choix du thème. Je crois que c'est vraiment important et c'est rare de travailler sur ce sujet-là. François Lacot, directeur régional adjoint, jeunesse, sport, cohésion sociale. Juste deux points de vigilance, parce que j'ai pas vu dans la présentation que vous avez faite revenir la question de différence entre le sexe et le genre. Et j'ai pas vu, vous parlez pas non plus de compétences. J'ai pas du tout compris non plus comment vous avez évacué la question, les questions discriminatoires, les questions de harcèlement qui peuvent revenir, surtout en ce moment, dans un contexte assez sensible sur ces points-là. Et voilà. Et l'autre point de vigilance, c'est dans les termes que vous utilisez, parce que je vous proposerais par exemple de prendre un rendez-vous avec la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Ça serait intéressant parce que neutraliser le sexe, c'est quand même quelque chose qui est très fort. Donc, il y a peut-être une autre façon de dire les choses. Le sexe, une différence comme les autres, je vous rappelle que c'est un des éléments au pénal de discrimination, le sexe. Et puis, une expérience aux effets durables, c'est vrai que ça peut être regardé, mais le vocabulaire que vous employez est un vocabulaire qui est assez choquant. Hein, voilà ce que j'avais à dire. D'accord. Pour ce qui est du vocabulaire ou ce qui est des questions de harcèlement, ainsi de suite, ça ne veut pas dire que j'en tiens pas compte. Ça veut dire simplement que pour cette étude de cas précis de discipline-là, mon propos s'arrête à ces sports-là. Donc ça ne veut pas dire que j'en ai pas conscience. Mais des questions de harcèlement, ainsi de suite, on doit cibler nos sujets. À la rigueur, c'est pas forcément mon sujet quand je fais ce travail-là, quoi. Donc c'est pour ça que c'est peut-être une raison qui explique la manière dont je l'ai abordé. La dimension sexe-genre, en effet, donc quand je disais au début que je m'intéressais à la part sociale du sexe, en effet, c'était plutôt la dimension donc sociale relationnelle, donc plutôt ce qui se trouve du côté du genre que du sexe, même si les deux sont liés. Hein. La façon dont tu es éduqué, socialisé en tant qu'homme ou femme a des effets directs sur le développement de nos corps biologiques et de nos compétences, donc en termes sportifs. Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus, mais en gros, voilà, j'ai tenté un peu d'isoler, même si c'est une variable qui n'est pas à isoler du reste, mais d'isoler un peu la dimension sexe en voyant que tous les pratiques sociales qui sont liées à cette variable-là, l'idée c'était de voir si elle se maintenait ou si elle disparaissait. Voilà, ni plus ni moins. Après, ça n'engage pas forcément d'autres domaines et ça s'arrête un peu au cas présent, quoi. Mais en conclusion, quand même, l'idée, c'est quand je mets le sexe, une différence comme les autres points d'interrogation, c'est pour dire que est-ce que si le sexe, on est capable de l'évincer de notre raisonnement le temps du jeu, est-ce que c'est valable pour les autres formes de différence? Non pas pour dire qu'il faut que ça disparaisse, mais pour dire que comme ça donne lieu à des pratiques qui tendent à discriminer, à hiérarchiser, si on est capable de ne plus penser à partir de ça, est-ce que ça peut pas ne pas nous permettre de ne pas déboucher sur certaines formes de discrimination, de hiérarchie, quand ça n'a pas lieu d'être considéré? Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit tous individus neutres. Irène Théry, sur qui je me suis basé pour un peu ce travail-là, sur ses travaux, dit que justement le sexe n'est pas quelque chose de toujours valable. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il disparaisse, mais en gros ça peut disparaître quand la personne considère que ça doit disparaître, mais aussi ça peut être constitutif de sa construction identitaire et on ne doit pas pour autant l'évincer mais c'est juste que ça n'a pas forcément à être plaqué avec les effets que ça peut avoir sur la manière dont on considère les individus, quoi, les autres dans nos relations. Du coup, moi, ma question, c'était sur les catégories d'âge. Et si vous avez seulement observé des adultes ou aussi un public plus jeune, et du coup, s'il y avait une différence sur la variable d'intégration du sexe ou pas, en fait.
Alors, j'ai observé des adultes. Oui, je ne l'ai pas précisé parce que l'idée c'était de voir, justement chez les jeunes, il y a encore beaucoup de... Donc ça dépend des disciplines, il y a un âge au-delà duquel on ne joue plus en mixte, donc c'est toléré, c'est le terme, hein, avant mais pas forcément après. Le but c'était de voir justement ce qui se joue quand, a priori, les différences existent. Parce qu'on m'opposait souvent, oui, mais chez les jeunes, les différences n'existent pas encore. Donc il s'agissait de voir là où ça existe et où, en termes de socialisation aussi, les personnes sont, même si la socialisation de genre se fait très tôt, de voir ce qui se joue chez des individus qui ont justement incorporé tous les codes sociaux de l'interaction et pour voir ce que ces codes-là devenaient, quoi. Après, ce qui est curieux de voir, c'est que justement, c'est vraiment un univers, le sport, qui est très variable en termes de catégorisation. Dans certains sports, on tolère la mixité jusqu'à tard. Des fois, on l'enlève le plus tôt possible. Les effets des différences physiologiques, si on considère celles-ci, ne sont pas les mêmes en fonction des disciplines. Donc, c'est vrai que c'est assez variable. C'est pour ça que j'ai réduit à un domaine en particulier, le sport collectif, qui engageait des interactions assez similaires entre les différentes disciplines. Une petite question puis une remarque après. J'avais une question à peu près similaire à celle de François Lacot concernant le harcèlement, puisqu'on sait très bien que tout entraîneur ou enseignant qui a fait une équipe ou une individualité féminine fait extrêmement attention à ses gestes. Vous le savez très bien. Donc, en faisant, j'y suis favorable, absolument rien contre mixité sport. Mais il faudra prendre cette dimension. Aujourd'hui, la société ne va pas du tout dans ce sens-là. Vous le savez très bien. En effet, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le temps du jeu, quoi. Oui. Le moment, parce que, en effet, un geste qui, en dehors du jeu, peut être interdit ou considéré comme étant du harcèlement ou une agression, en dehors du jeu, le temps du jeu peut devenir un geste technique, simplement. Mais il faut que la société l'intègre, ça. Complètement. Mais justement, c'est ça moi, qui est vraiment ressorti de un message de fort travail. à faire passer. C'est que l'analyse que fait le spectateur de ces sports-là n'est pas la même que l'analyse que fait le pratiquant. J'entends bien. Et le but, ça a été de montrer cette différence-là de perception des gestes et de leur connotation en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Et à la rigueur, c'est l'attitude de l'enseignant vis-à-vis d'un élève. Il n'est pas sportif. Enfin, le comportement qu'il a au moment où il interagit avec l'élève en question, il n'a rien à voir avec la dimension sportive. Donc là, à ce moment-là, la connotation, elle a lieu d'exister. Enfin, certes, mais il y a quand même eu un certain nombre de plaintes qui ont été émises justement auprès d'enseignants ou d'entraîneurs parce que même si c'était en gymnastique pour éviter une chute, le geste était déplacé. Malheureusement, il y a eu plainte derrière. Donc c'est compliqué. Alors après, voilà, il s'agit de c'est un autre contexte, mais d'où l'importance de prendre le point de vue de tout le monde, quoi. Est-ce que c'est un geste au prétexte du jeu? Est-ce que c'est une mécanique sportive? Absolument. Ou est-ce que c'est un geste qui s'inscrit dans d'autres logiques et Je notamment vais tout à fait dans votre sens, mais il faudrait que la société et la justice prennent en compte ce genre de situation. C'est vraiment deux choses bien différentes. Je leur laisse. Et puis ma remarque, c'est tout à l'heure, vous avez pris comme exemple le basket en disant on passe la balle au plus grand pour qu'il aille marquer. Je suis un petit peu perplexe sur la situation, puisque si vous prenez Tony Parker, il faisait pas partie des plus grands. En effet, mais quand il se retrouve à défendre sur un gars qui fait 30 cm de plus que lui près du cercle, il est quand même pas bien parti, quoi. Je vous propose de poursuivre la discussion un peu après, pour qu'on puisse prendre les 2-3 questions qui restent encore, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à la question de l'engagement ultime dont vous avez parlé au début, en disant que souvent dans les milieux qui ne sont pas encore dans le haut de la performance, un homme pouvait se retrouver à ne pas s'engager complètement, par exemple face à une femme, et que par contre cette différence était plus neutralisée au niveau de la performance. Ma question était, est-ce que quelqu'un qui va arriver dans le haut de la performance et qui donc a eu toutes les étapes n'a pas juste automatisé cette pensée de par exemple
c'est quelqu'un qui va être plus petit que moi ou une femme, etc. Et donc, de fait, va s'arrêter par automatisme, ou est-ce que c'est vraiment une neutralisation de c'est un corps en mouvement maintenant? C'est plutôt c'est vraiment ça. Les comportements s'automatisent par expertise en fait du geste sportif. Et en quelque sorte, lorsque à un moment donné, il faut faire ce geste-là parce que le jeu va de ce sens-là, qui j'ai face à moi, je ferai ce geste-là parce que c'est le jeu qui prime. Après, il ne faut pas forcément, j'ai peut-être pas été clair là-dessus, envisager la performance comme une dimension objective. C'est pas forcément en termes de niveau de jeu, mais en termes de quête de performance, en fait, on peut très bien être dans l'intensité, dans la haute intensité, même si on n'est pas performant objectivement, mais parce qu'on s'est engagé corps et âme dans la pratique, et si bien que dans cette situation-là, dans laquelle on se retrouve, eh ben, on n'est plus forcément disposé à justement, enfin, le sexe a tendance à être neutralisé, mais c'est pas forcément accouplé avec l'idée de performance objective. Il n'y a pas que ceux du haut niveau en quelque sorte qui arrivent à cet état-là, on va dire. On va prendre 2 dernières questions. Je m'excuse, je sais qu'il y en a un peu plus, mais on n'aura pas le temps de donner le même temps ensuite. Donc il y a une question au fond là-bas, une question au milieu. Allô. Ouais, Maxime, tu parles d'une expérience aux effets durables sur des pratiques mixtes. Donc avec un point d'interrogation. Oui, mais donc ça leur fait gagner en légitimité, bien sûr. Mais par rapport à celle que tu as observée, est-ce qu'il n'y aurait pas un enjeu sur la modification de la pratique, sur des créations de pratiques, où il y aurait une réduction justement des notions physiologiques, etc., pour augmenter l'égalité des hommes et des femmes, et du coup voilà, permettre que cette expérience soit la plus optimisée. Et du coup, comment tu vois l'avenir aussi de ces pratiques mixtes compétitivement ou quoi que ce soit? C'est un peu compliqué. Je suis partisan de dire que c'est pas forcément les disciplines qui elles-mêmes produisent ou pas c'est plutôt le contexte de la façon dont on s'y engage, quoi. De la dimension physiologique, elle est sûrement importante. Dans ces sports-là, justement, ce sont des sports qui sont a priori, qui ont été produits, conçus parce qu'ils toléreraient en gros les différences entre hommes et femmes. Donc il y a certains aménagements parfois, je ne vais pas avoir le temps de tout détailler, mais en gros, le but c'est pas de dire que c'est grâce à ces sports-là, la manière dont ils ont été codifiés, ainsi de suite. C'est vraiment un contexte, à un moment donné, qui fait que, étant donné l'engagement des individus, sous l'effet de la compétition, ainsi de suite, qui produit ça. Donc j'ai un peu de mal à généraliser, et puis à la rigueur, si on mettait des hommes et des femmes à jouer ensemble au rugby, on pourrait peut-être arriver à la même chose, sauf qu'on n'a pas forcément... on s'imagine pas forcément que c'est possible, parce qu'il y a un certain nombre de verrous symboliques qui nous empêchent de... Je suis pas partisan de la mixité, hein, j'ai vraiment étudié en tant que contexte, parce que d'habitude on se sépare, là on se réunit, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment ça l'idée de base, quoi. Après, si ça doit devenir des outils pour ci ou ça, je ne veux pas jusque-là. D'accord, merci. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez des informations ou vous avez cherché des données sur les propriétés sociales des pratiquants des sports que vous avez étudiés? Et est-ce que vous en tenez compte? Et puis, le pendant aussi, est-ce que vous n'avez pas développé du tout, mais est-ce que vous pouvez dire comment se positionnent ces sports dans la hiérarchie des sports? Et pareil, est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que ça a des effets la position des pratiquants dans la hiérarchie sociale et la position des sports dans la hiérarchie des sports? La connexion. Bon, la question fait un peu les réponses, hein. Donc oui, effectivement, ce sont des sports qui sont alors soit marginalisés, mais qui se positionnent aussi comme qui tendent à se distinguer de l'ère des sports dits traditionnels en quelque sorte. Donc pour un pratiquant qui s'engage dans ces sports-là, il y a l'idée de se distinguer de la masse en quelque sorte, hein. Clairement, c'est très présent. Ces sports-là, certains ne... Il y a tout un discours, une rhétorique. Nous, on ne vise pas les Jeux Olympiques dans le sens où on vaut mieux que ça. Il y a un peu cette idée-là. Et notamment, en fait, il y a tout un domaine de valeurs revendiquées, dont la mixité, qui contribue à les distinguer un peu du reste. Donc, ils ont été créés souvent pour l'éducation physique également, donc en tant que sport éducatif, plus qu'en sport uniquement compétitif.
Et on retrouve en effet donc, et toutes ces valeurs-là mises bout à bout, en effet, on arrive à avoir plutôt des personnes qui sont classe moyenne favorisée, donc qui sont voilà, et la pratique contribue justement à renforcer ce positionnement-là, quoi. Donc après, en termes de justement, ce que j'ai pu voir, c'est que on est un peu tous égaux face aux effets de l'intensité, quoi. Il n'y a pas forcément de cas typiques, on va dire, en fonction de l'origine sociale et de forme de réaction face à la pratique de ces disciplines-là. Voilà, si je peux. Je vous propose, pour cette dernière séquence, de partir sur les relations entre sport, naturisme et performance. Et pour voir comment, à un moment donné, le naturisme a pu devenir un facteur de performance sportive. Donc là, vous avez à l'image Jean Bouin, en 1913, au collège de Reims, où il s'entraînait sous la houlette de Georges Hébert. Donc en introduction, je vais partir de l'ouvrage de Georges de Sinclair, qui est un des chantres des sports athlétiques en France, de leur diffusion, un des fondateurs du SFSA d'ailleurs. Et donc il fait paraître en 1889 l'ouvrage Jeux et exercices en plein air. Et cet ouvrage, à sa lecture, on voit bien que le recours à des pratiques naturistes, à des applications naturistes, est relativement répandu déjà dans le champ sportif, chez les sportifs en quête de performance, que des techniques de différents bains, d'eau, d'enveloppement humide notamment, de soleil, font déjà partie de l'arsenal dont les sportifs ont recours, notamment pour optimiser les effets de l'entraînement ou pour améliorer la récupération. Donc en l'espace d'une cinquantaine d'années, des techniques naturistes qui avaient été éprouvées au départ dans un champ qui était strictement thérapeutique, strictement médical, ont été transposées dans le champ sportif. Donc ce cheminement du médical au sportif n'a en soi rien d'étonnant, pour vos yeux avertis. Ce transfert et sa rapidité sont pour autant un premier enseignement, mais qui ne nous exonèrent pas de réfléchir sur les raisons qui font qu'à un moment de son histoire, le monde sportif a été sensible, réceptif à des pratiques fondées sur un retour plus ou moins radical à la nature. Donc pourquoi emprunte-t-on, c'est une question bien sûr, des techniques et des savoirs qui ont été inventés notamment par des empiristes, des guérisseurs dans les pays germaniques, et qui sont notamment réprouvés par une partie du corps médical. Il y a, donc des pratiques qui sont controversées quand même. Donc pourquoi ces emprunts? À quelles conditions ont-ils pu se faire? Et sur un second plan, qu'est-ce que ça nous apprend sur la façon d'envisager à cette époque-là les conditions de production de la performance sportive? Qu'est-ce que cela révèle notamment concernant la conception de la valeur motrice, de la valeur de l'individu, au sens large, en bonne santé, dans un dialogue un peu entre l'exceptionnel et la marge et la norme en quelque sorte. Donc on va tenter de répondre dans le court temps qui nous est imparti à ces interrogations en nous basant sur l'analyse d'un corpus d'ouvrages et de revues naturistes et sportifs. Notamment ont été consultés l'Auto, la Vie au grand air, la revue Éducation physique, la culture physique, et notamment la revue LAS. Donc je vais partir d'abord d'un premier constat, donc l'environnement en quelque sorte social et culturel de sens dans lequel évolue le sportif, et un environnement qui est marqué par cette notion de modernité. Pour comprendre cette relation entre sport, naturisme et performance, il faut en effet saisir qu'elle se formalise, cette relation, elle se construit à la faveur de l'avènement dit de la modernité, au sens de Christophe Charles, c'est-à-dire la prise de conscience chez la population, de façon assez large, d'une rupture irrémédiable, d'une coupure, d'une discordance des temps, plutôt entre le passé et le présent. Cela renvoie à cette idée d'entrer dans des temps nouveaux, des temps
relativement inconnue. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques générations, les révolutions se sont accumulées, scientifiques, politiques, culturelles, sociales, les guerres aussi, on le verra, et donc qui ont bouleversé profondément les certitudes des individus, les identités collectives, les sociabilités, qui se recomposent justement, ces identités, parfois dans la difficulté, dans la douleur notamment. Donc, dans ce contexte en effet de rupture, de bouleversement, il y a en quelque sorte différentes visions imaginaires qui apparaissent, qui se déploient. Il y a une vision optimiste en quelque sorte des évolutions qui est fondée sur la notion de progrès, et qui justifie de faire miel de toutes les innovations et découvertes scientifiques notamment. On pensera au saint-simonisme qui en est l'expression. Il y a aussi une vision très pessimiste des choses qui se caractérise par les angoisses justement générées par ces bouleversements et par la perte des repères identitaires et de sens qui accompagnent cette modernité. Donc dans ce cas-là, la modernité suscite une quête des origines, le désir de remonter le temps, de retrouver un âge d'or mythique, un paradis perdu où l'homme vivait en harmonie et en toute force, notamment avec ses semblables, dans un univers de certitude et de vérité. Donc il est intéressant de voir que ces deux visions, pessimistes-optimistes, qui bornent un peu un éventail de positions quand même, sont présentes et dans le sport et dans le naturisme. Des visions qui ne s'excluent pas. Elles forment parfois des compromis, elles s'expriment à travers notamment des méthodes d'éducation physique. Georges Hébert et sa méthode naturelle, c'est un oxymore en quelque sorte entre méthode et nature, montre bien justement comment elles peuvent cohabiter, puisqu'il propose finalement dans sa méthode un concentré de nature. Donc, quoi qu'il en soit, ces visions, pour faire vite, déterminent le rapport à la performance et le sens qu'on peut lui donner et aussi les conditions de sa production. Donc, pour un second point, partant de là, le sportif n'échappe pas à son environnement social et culturel, on l'a évoqué, et c'est pour ça qu'on peut il appartient à cette époque-là, au XIXe siècle, dans une population qui est jugée affaiblie et dégénérée. Il y a ce fantasme de dégénérescence qui s'exprime justement, qui est fondé sur cette angoisse face à la modernité en particulier, et donc qui, en quelque sorte, auquel le monde sportif n'échappe pas. Donc la performance qui est produite en quelque sorte par l'athlète, le sportif, même si elle présente un caractère hors norme, elle est jugée a priori moindre que celle des athlètes du passé, des hommes forts des générations passées. Et comme il n'y a pas de comparaison stricte possible, puisqu'on parle des sports, cela autorise bien sûr tous les fantasmes, tous les délires. Donc la discordance des temps s'exprime à ce niveau-là pour exprimer en quelque sorte une disjonction entre l'homme et la nature et entre l'homme et son environnement, puisque c'est cette disjonction qui entraînerait une dégénérescence à laquelle n'échapperait pas le sportif. Et justement, les naturistes sont les grands propagandistes de cette idée qu'il y a une dégénérescence qui est liée au milieu. Et la preuve qui est apportée à ça, et qu'il faut relativiser en quelque sorte les performances des grands champions, c'est notamment l'Antiquité, avec la statuaire antique qui témoigne de cette justement performance force en quelque sorte des individus, et aussi bien sûr la référence au sauvage. C'est un second sillon argumentaire pour justifier de cette dégénérescence qui s'est opérée, et puis des voies vers lesquelles il faut retourner. Donc s'impose l'idée, à travers justement ce regard porté sur la dégénérescence, qui comprend toute la société, que l'être normal, c'est l'athlète. Que le sportif de haut niveau, finalement, c'est ce que devrait être la norme, véritablement. Et on a différents propos, en effet, qui le justifient avec, 99% de nos contemporains sont des dégénérés. Donc avec ça, on voit bien que la marge de progrès fixée à la performance sportive, elle est considérable. Puisqu'on se dit, si un sportif déjà est performant, un sportif régénéré, ses performances seront d'autant plus fortes. Donc on décale d'un trait, en quelque sorte, tous les seuils de normalité et les normes corporelles. Et donc on contribue finalement à un imaginaire du corps augmenté, qui légitime aussi les augmentations du corps, à grande échelle, et qui pourra légitimer notamment le dopage, et puis aussi le fait de se séparer d'une population qu'on juge en effet trop amoindrie. On le verra.
Alors, la conséquence se fait dans cet usage, en effet, du naturisme, hein, qui est cette théorie, en effet, d'un retour à la nature qui serait régénérant. Et donc, on s'en sert, on le voit d'abord, de ces techniques naturistes pour optimiser l'entraînement. Donc, d'applications naturistes, que sont les bains d'air, de soleil et d'eau, intègrent la panoplie des pratiques d'entraînement. Elles deviennent des conditions essentielles d'entraînement. Donc, par exemple, on va en effet revendiquer ou conseiller chez les sportifs en quête de performance de s'entraîner relativement dévêtus. Hein, on parle de cure de dévêtissement. Ça, c'est présent dans les discours dès le début du XXe siècle. Mais entre les deux guerres, le fameux docteur Belin-Ducoteau, que vous connaissez bien, un chantre de la méthode sportive, hein, qui a été champion de France de 400 mètres, notamment plusieurs fois, aux Jeux Olympiques, hein, et qui est aussi un médecin, eh bien, ce docteur recommande en effet des cures de nudité. Ça fait partie de la méthode sportive, il le dit très bien. Il y a des bénéfices musculaires, des bénéfices psychologiques, hein, et puis bien sûr on endurcit le corps, ce qui fait qu'il est capable de produire la performance, quelles que soient les conditions de sa réalisation. Hein. Donc pour Belin-Ducoteau, eh bien, il faut notamment s'entraîner bien sûr loin de la ville et de ses scories, hein, pour le citer. Donc on le comprend, l'entraînement sportif quotidien du sportif devient potentiellement un moment privilégié de retour à la nature, qui est un gage de l'efficacité en effet de l'entraînement et donc des performances. Donc on a le cas en effet du Collège de Tête de Reims, où se déploie ce retour à la nature en quelque sorte. On a le cas aussi de Jean Bouin, on avait la photo au début, qu'on retrouve aussi à Reims, qui s'entraîne notamment, qui prépare ses grandes compétitions par un entraînement foncier dans les forêts, l'activité de bûcheronnage notamment, qui est préparatoire à sa performance. Pardon. Donc, après les techniques pour préparer la performance, il y a celles en quelque sorte pour entretenir la performance. Et c'est là où le naturisme est en effet particulièrement utilisé parce qu'on s'en sert pour, en quelque sorte, définir une hygiène de vie. C'est vraiment là où le naturisme trouve toute sa place, bien évidemment. Puisqu'on pense que c'est vraiment cette hygiène de vie qui va conditionner, dans la durée, la capacité à rééditer la performance. Et donc, les progrès en termes de performance. Voilà. Ça part de l'idée, en effet, que le sportif de haut niveau, l'athlète, il est soumis à un environnement défavorable. Il vit souvent dans les cités urbaines, polluées. Cette pollution est particulièrement décriée à cette époque-là. Il a toutes les facilités pour se déplacer. Donc, on craint finalement que ces conditions de vie sont contradictoires avec cette production de performance. Donc, s'exprime l'idée qu'il faut le désintoxiquer progressivement. Donc, la fameuse cure de détox à tout niveau n'a rien de nouveau, bien finalement. Et donc, cette désintoxication passe par une vie qui respecte profondément un retour à la nature. Donc, le sport rime au début du siècle, et entre les deux guerres, bien évidemment, avec le naturisme. Les différentes revues dont j'ai parlé à l'introduction s'en font largement l'écho. Et il y a toute une prescription donc, que font notamment Paul Hamel, qui est une des figures de l'essor du cyclisme en France au début du siècle, et qu'on va retrouver chez Belin-Ducoteau entre les deux guerres, des prescriptions tirées notamment des ouvrages naturistes, et qui en effet actent ce retour à la nature. Par exemple, pour Belin-Ducoteau, il faut en effet, autant que faire se peut, on l'a vu, s'entraîner en plein air, mais aussi les fins de semaine, il faut partir en pleine nature, respirer l'air pur et se désintoxiquer. Il promeut aussi, pendant les congés payés qui se développent, des séjours à la campagne, et puis il considère en effet qu'il faut avoir une alimentation plutôt végétarienne, bien évidemment, et avoir un vêtement qui laisse passer largement l'air et le soleil, en plus des pratiques hydrothérapiques dont on a pu parler. Dernier point, sur ce qu'apporte le naturisme en termes de sens également. On a vu en quelque sorte un usage très concret. On l'associe à l'entraînement, on respecte ses règles pour améliorer la performance, la préparer. Après, il y a en quelque sorte un bénéfice psychologique, pourrait-on dire. Donc là, c'est un terrain peut-être un peu plus mouvant, mais sur lequel je vais insister maintenant. Donc, tout ça parce que naturisme et finalement et sport se rencontrent parce que ces deux phénomènes représentent, à mon sens,
des stratégies de construction identitaire qui sont liées à cette perte de repères inhérente à l'accélération de l'histoire, comme on dit, ou à cette modernité qui est traumatisante pour certains. Donc ces deux phénomènes, naturisme et sport, sont des expériences par corps. Une expérience de soi qui repose tous deux sur l'exploration d'états extrêmes. Extrême fatigue, le contact pour le naturisme avec les éléments naturels, parfois des températures très froides, très chaudes en quelque sorte. Donc les deux donnent bien corps aux thèses de Vigarello, notamment qui concernent le sentiment de soi, la place que le sentiment prend chez les individus et les stratégies pour explorer, pour affirmer ce sentiment de soi. Donc agir sur son corps et avoir la preuve de cette transformation, en quelque sorte, avoir la performance, vient répondre à cette quête identitaire qui va de pair avec une recherche de reconnaissance, bien évidemment. Donc avec la montée des individus, ce travail identitaire, il incombe beaucoup plus qu'auparavant à l'individu et moins au groupe, en quelque sorte. Et donc on y répond grâce au sport, par le sport, mais aussi avec le naturisme. Donc la performance, on peut la lire à travers cette quête de sens, avec cet imaginaire du corps augmenté, qui rassemble naturisme et sport. Donc tout ça pour en venir à l'idée, bien sûr, que sport et naturisme sont bien loin d'être de simples loisirs au début du XXe siècle, comme entre les deux guerres. Ils sont plus qu'une hygiène de vie, une éthique. Ce sont des modes de vie où l'on s'engage. Et c'est intéressant de voir les témoignages dans les revues des nouveaux pratiquants qui disent « ma vie s'est transformée, je suis sportif, j'ai connu une nouvelle renaissance, une nouvelle naissance en quelque sorte ». Et donc, chez ces sportifs qui sont guidés par la quête du haut niveau et qui ont besoin d'avoir confiance en eux, on peut considérer que entrepreneurs de soi, il faut qu'ils aient ce réservoir de conscience, ce sentiment de légitimité. Le naturisme apporte un supplément de sens, puisque la nature incarne la vérité, la certitude, face à un univers justement où ces certitudes sont parfois balayées. La guerre de 14-18 vient en effet les bouleverser complètement. On a vu les grands bouleversements aussi liés aux révolutions industrielles s'exprimer auparavant. Donc ça donne le sens d'aller dans le sens de l'histoire en quelque sorte, de se référer à une logique. Il n'y a pas de conflit cognitif. Une assurance, une légitimité qui est favorable en quelque sorte au haut niveau et à la performance. Et donc il y aura différents champions qui se revendiqueront du naturisme notamment, qui s'entraîneront dans des centres naturistes, qui seront un peu des emblèmes pour le naturisme d'ailleurs. Donc pour en terminer, sur cette diapositive qui montre justement la pratique de la course chez les jeunes enfants d'un centre naturiste parisien, Physiopolis, et puis aussi des pratiques de personnes beaucoup plus âgées. On pourrait en quelque sorte l'intituler la performance à tous âges, mais à la condition de suivre en effet d'adopter un mode de vie naturiste. Donc finalement, pour se projeter un peu plus dans le temps, le sport de haut niveau, de performance, tel que nous le connaissons actuellement, semble avoir finalement donc embrassé le parti du progrès, de la science, et s'être coupé de ce retour à la nature et du naturisme. Mais à bien y regarder, on voit qu'à travers cette course à la performance, eh bien, il y a un certain maintien de ce naturisme, notamment en raison de son assise médicale. Un des travaux récents, on pensera à Thomas Bujon et Frédéric Mougeot, relatif à la gestion de la douleur chez les sportifs, montre bien qu'ils ont recours à différentes sphères médicales, officielles, mais aussi non officielles. Et que parmi notamment les médecines utilisées, on retrouve les médecines parallèles, holistiques, la naturopathie, qui est une incarnation du naturisme en quelque sorte. Donc ils ont besoin de ces médecines du sens, et en cela se perpétue, on le voit sur ce plan-là rapidement, cette quête d'une légitimité qu'apporte notamment la nature. Voilà. On terminerait là-dessus après ce marathon. Merci. Merci bien pour cette présentation stimulante. Juste ma question concerne la dimension commerciale en fait, parce que tous ces promoteurs de méthodes sont aussi des businessmen. Ils vendent une méthode, ils veulent attirer des clients, ils tiennent
des cabinets dans les cités thermales. Et ils ont besoin aussi d'avoir des sportifs pour faire la promotion de leur marque, en quelque sorte. Donc là, c'est un aspect que tu n'as pas particulièrement intégré. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Ce sont des entrepreneurs dans la nature. C'est notamment les leaders du naturisme. Mais ils arrivent à allier les convictions, en quelque sorte, et le monde professionnel. Ils vont de pair. Ils visent du naturisme, mais ils sont pour autant convaincus de ses bénéfices. Et c'est vrai qu'ils ont besoin d'avoir ces sportifs emblématiques qui démontrent en quelque sorte la légitimité de leurs propos, qui démontrent bien que ce retour à la nature produit des êtres améliorés, mais qui ne sont finalement que ce qui a existé par le passé, durant l'Antiquité, et qu'on peut retrouver notamment dans les peuplades vivant encore à l'état de nature, en quelque sorte. Donc ils vont aller chercher ces sportifs de haut niveau, mais c'est vrai notamment Physiopolis, ils ont en quelque sorte un réservoir de sportifs impressionnants. Notamment, il y a Pierre Cotier qui vient s'entraîner à Physiopolis, centre naturiste parisien qui est implanté sur la Seine. Pierre Cotier, on le voit là-bas sur l'acteur physique, qui est un haltérophile et qui va aller au JO. Et donc, voilà, qui est la preuve pour eux qu'en suivant un régime naturiste, on devient un champion de premier plan à ce niveau-là. Donc, il y a cette stratégie de mise en avant qui sert leur commerce, mais qui sert aussi cette idée qu'il faut refonder l'humanité par le naturisme. Ce sont des gens qui ont été marqués notamment par la guerre de 14-18. C'est pour ça que ça la relance en quelque sorte, en effet, les angoisses, les certitudes. Et ces individus sont en quelque sorte les porteurs, les ambassadeurs du naturisme. Mais à cette époque-là, on voit bien que cette logique de sport et naturisme se rejoint autour de l'ascétisme. Être naturiste, c'est être un ascète. Et ça retrouve le sport, et donc la compétition et la performance. Je trouve que c'était une transition toute trouvée avec l'exposé précédent, puisque si on passe tous au naturisme, les tabous de la mixité tomberont. Alors, ce sont des questions, en effet, qui ont été relativement tôt dans le naturisme évoquées. On le voit notamment à travers l'illustration précédente, là, où il y a une sorte de plaidoyer pour une morphologie neutre. Le muscle serait largement partagé, et donc on envisage en effet une relative émancipation par rapport à certains stéréotypes. Donc, alors il y a pas tous bien évidemment, mais il y en a qui seront en effet assez en avance là-dessus, en revendiquant ce droit à la musculature, et du coup après en dénonçant une société qui fonctionne selon des conventions finalement qui creusent la différence. Et comme on est sur on a vu un fantasme de ce que devait être le masculin et le féminin, on peut en effet considérer qu'on peut arriver à un modèle tout à fait neutre, bien évidemment. Il n'y a pas de volontaire. Est-ce que pour ces propagandistes du naturisme et du culturisme notamment, est-ce que pour eux, un athlète est un sportif? Ah oui, exactement. À cette époque-là, c'est vraiment que ça se rejoint véritablement. Le sport, c'est une mise en jeu naturelle du corps finalement. Ils ont cette conviction-là, même s'ils considèrent qu'il y a des sports qui sont plus naturels que d'autres. Mais le sport, dans sa logique, renforce le naturisme. Et c'est aussi pour ça que les sportifs ont dans le naturisme, en effet, une logique. Donc être naturiste, être sportif, mais inversement, être sportif, être naturiste. Les deux vraiment se répondent à cette époque-là. Il y a vraiment cette conviction qui est très ancrée, et c'est un lieu commun, en quelque sorte, entre les deux guerres. Et au début du siècle aussi, ça commence vraiment à s'imposer, dès 1900. Et entre les deux guerres, c'est vraiment, ça paraît naturel. Et les revues naturistes et sportifs le mettent bien en évidence.